suffisamment le sujet que nous voulons traiter. Nos invités, René Duval, journaliste et auteur d'un ouvrage remarquable dont on dit d'ores et déjà qu'il est un ouvrage de référence. Il s'agit de l'histoire de la radio en France. Gérard Millès et Christian Laurent de la Fédération des radios libres, animateurs de Radio Barbe Rouge, Radio Pirate, vous admettez l'expression pour le moment, Radio Pirate de Toulouse, et Christine Piffinin, étudiant en journalisme de l'IUT de Tours. Je vous propose, avant de commencer ce débat, cette table ronde, de définir les radios locales, parce que c'est peut-être évident pour vous tous, ça ne l'est pas forcément pour tous nos auditeurs. René Duval, une radio locale, c'est quoi exactement techniquement? Oui, alors les exceptions sont diverses selon les milieux et les provenances, mais disons, si vous voulez, qu'une radio locale, c'est un nouveau système de radio, comme il y a un système de radio international, en général utilisé avec des ondes courtes, un système de radio national au niveau des grandes ondes et des ondes moyennes, et un niveau régional aussi, où sont utilisées les ondes moyennes, eh bien il y a un niveau local, mais qui pour l'instant n'est pas encore tellement exploité, il faut bien le dire, surtout par les institutions, un niveau local qui lui se satisfait notamment de l'AFM, car l'AFM est beaucoup moins coûteuse qu'un émetteur AM, d'ondes moyennes ou de grandes ondes, et peut se satisfaire aussi d'une multiplication de ces stations par l'utilisation de la bande FM et des fréquences qui sont allouées à la France. Alors par conséquent, le mot local est un terme géographique, si vous voulez, qui montre la petitesse, l'étroitesse du terrain couvert par une de ces stations de radio. Mais maintenant, à l'intérieur du terme, vous pouvez avoir 36 acceptions. Ce qui compte, c'est une radio locale. Pourquoi faire? Donc c'est le contenu, et c'est lui qui va déterminer une véritable appellation. Il peut y avoir effectivement des radios de communication, des radios actives, des radios de quartier, mais il peut aussi y avoir des radios traditionnelles, des radios spécialisées, des radios thématiques, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Vous voyez quelque chose à ajouter à cette définition, messieurs, Radio Barbe Rouge? Oui, je crois que, puisque Gilles Marquet a commencé à parler de radio pirate, radio locale, radio libre, etc., nous définissons et un peu l'ensemble des radios libres, ce qui a aussi été appelé des radios pirates, comme des radios locales, essentiellement comme une protestation un peu, tout simplement parce que la radio, la télévision, l'ensemble des moyens de communication audiovisuelle sont la plupart du temps des moyens nationaux ou dans certains cas, avec certaines radios périphériques, au mieux des moyens régionaux. Or, il nous semblait important que ce moyen, justement parce qu'il permet la multiplication des canaux, pouvait permettre que, mettons, sur une ville comme Toulouse, plusieurs types de radios puissent exister. Et disons que nous ne sommes pas tellement intéressés par créer une radio qui serait une radio régionale, mais plutôt pour permettre la diversité des radios, pour permettre qu'elles soient vraiment localisées. C'est d'ailleurs pour ça que le choix de la FM est un choix technique, bien sûr, comme le disait René Duval, mais aussi un choix politique pour ne pas dépasser une certaine zone. On pourra discuter tout à l'heure des limitations de portée, et dans le projet de loi de moratoire que nous comptons déposer, lorsque la Fédération des radios libres compte déposer, de l'interdiction de réémetteurs, de limitation de portée, de puissance, etc. Je crois qu'il faut maintenant passer au vif du sujet et se poser la question, pourquoi les radios locales ou les radios indépendantes ou les radios libres? Vous emploierez le terme qui vous convient. René Duval. Oh, écoutez, moi j'ai étudié suffisamment, si vous voulez, ce phénomène pour en voir quelques premières conclusions. Encore faut-il être prudent dans ces conclusions, puisque en France, nous n'avons pas eu l'occasion de faire d'essais et d'expériences réelles. Par conséquent, tout ça c'est un peu du verbe. Il y a tout de même les expériences des radios de 78, je dis 78 parce qu'on a assisté durant cette année-là à une grande floraison des stations comme Radio Barbe Rouge. J'entends bien, mais si vous voulez, c'était... dans beaucoup de cas, il faut bien dire qu'un certain nombre de ces radios se démarquaient fort peu de ce qu'est l'utilisation de la Citizen Band, en fait. Car il ne faut pas confondre. La radio, c'est un médium, ou un média, selon l'acception. Enfin, les universitaires préfèrent médium. Bon, c'est un médium, un moyen de communication de masse. Par conséquent, il faut savoir
quand vous posez la question pourquoi faire, il faut savoir effectivement pourquoi faire et avec qui. Si c'est pour... Avant de poser la question pourquoi faire, je pose simplement la question pourquoi. Ah mais c'est indispensable. Alors, ça répond à un besoin. Ça répond, moi je le crois, profondément à un besoin. Ça répond à un besoin parce que l'actuel système d'information en France est un système bloqué. C'est un système générateur d'une surinformation spectacle et qui aboutit à une sous-information réelle des Français. Et ça ne peut plus subsister longtemps. Si vous voulez, je vous donne un exemple concret. Nous savons presque minute par minute ce qui se passe à Téhéran, mais nous ne savons pas ce qui se passe à 200 mètres de chez nous. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte, et je crois que les radios locales sont un des vecteurs, un des moyens pour effectivement pallier cette carence. Messieurs, est-ce que cette définition vous convient là aussi? Oui, si vous voulez, je rajouterais quand même quelque chose, c'est que en tant que radio libre, nous pensons que le moyen radio doit être utilisé à double sens. C'est-à-dire que non seulement c'est un moyen d'information, mais tout d'abord pour nous c'est un moyen de communication. Et nous mettons l'accent surtout sur le retour des auditeurs, c'est-à-dire ne pas toucher les auditeurs de manière passive comme dans les radios actuellement, mais permettre aux gens qui écoutent la radio de pouvoir intervenir directement sur l'antenne, de parler de tous les problèmes qui sont à leurs mains, dans leur quartier et dans leur vie. C'est-à-dire non plus recevoir l'information et la radio comme quelque chose de passif, mais vraiment rétablir la communication à double sens. Gérard Méguez. Je vais donner un exemple. Les radios italiennes, on en parlera, je ne sais pas trop comment, mais on en parlera sûrement. Les radios italiennes, certaines radios italiennes, lors de l'enlèvement puis de la mort d'Aldo Moro, certaines d'entre elles ont immédiatement lancé autour de leur ville, je pense par exemple à une radio qui s'appelle Contro Radio à Florence, qui touche vers 30 000 auditeurs, ont lancé tout de suite un débat, avec des micros dans la rue, avec l'utilisation de téléphone, etc. Et les gens, pendant 4-5 heures, parlaient au téléphone de quelque chose qui en Italie est très important, qui est le terrorisme, qui est les Brigades Rouges, qui était Aldo Moro, les prépositions ont discuté pendant 5-6 heures sur un événement national. Aujourd'hui, si on prend un événement national, et je pensais... je vais prendre un événement ancien, mettons si on... Malville, 50 000, 100 000 personnes, les problèmes du nucléaire, les écologistes qui commencent à monter aux élections, comme ça a été le cas aux élections municipales, et puis un drame à Malville, un mort, plusieurs blessés. Qu'est-ce qui se passe? Le soir, la télévision parle une personne, mis à part les journalistes, une des personnes qui a participé au drame, c'était Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur. Un événement comme ça était un événement qui, sur le nucléaire, qui, sur son opposition, sur le débat, sur les choix énergétiques, etc., était une question qui, immédiatement, s'est vu, des radios de ce type pouvaient être discutées, permettre que les multiples opinions de tout le monde, enfin tous les gens, le maximum de gens puissent s'exprimer. Ce n'est pas tellement possible de faire ça en France aujourd'hui. En d'autres termes, les sociétés Radio France et FR3 ne répondent pas aux besoins profonds d'information des Français. Je le crois. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres anomalies que l'on pourrait relever? Par exemple, comparer le média radio avec les autres médias. On peut demain, si on en a les moyens, tourner un film. On peut demain, si on en a les moyens, créer un journal. On ne peut pas demain créer une station de radio. Je crois que le parallèle qui a été souligné dans la fameuse question insidieuse de Boris Vian peut se faire d'une façon parfaitement évidente. Donc c'est tout à fait vrai. Il est constant de toute façon, si vous voulez, qu'il faille, et dans le pays, même les plus libéraux, des autorisations pour installer une radio. Car le patrimoine des fréquences n'est pas infini. Donc il faut une réglementation. La liberté de chacun s'arrête où commence celle du voisin. Par conséquent, si on ne réglemente pas l'attribution des fréquences, ça devient très vite l'anarchie. Et l'anarchie, bon, ça ne permet pas la liberté, c'est tout le contraire. Bon, donc, effectivement, il faut une réglementation. Mais de là à instaurer ce système monopolistique qui est celui de la France, ça c'est une injure à la liberté d'expression. Et c'est une injure à la tradition française de liberté. Encore que là, ce serait un autre débat, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que dans les démocraties occidentales, nous sommes le seul pays, et pourtant nous prônons la liberté qu'il y a en France. Dans les démocraties occidentales, je ne parle pas des pays totalitaires, où là la question ne se pose même pas, mais nous sommes le seul pays où les rapports, les conflictuels entre le citoyen et l'État sont réglés par une juridiction d'exception
dont les juges sont nommés directement par l'État. Autrement dit, l'État est juge et partie. Oui. Et ce sont les tribunaux administratifs. Alors que partout ailleurs, c'est jugé au civil, exactement comme les rapports entre deux citoyens. Donc, nous avons une notion d'un juridisme achevé qui contrecarre, si vous voulez, parce que nous sommes des gens de texte et non pas de tradition orale, nous sommes des gens nous pinaillons, passez-moi l'expression, les textes juridiques, et par conséquent, on envisage toujours, quand on prend des textes, tous les contraires. Et donc, on réduit considérablement le champ de la liberté. Et c'est vrai pour la radio, par exemple. On s'aperçoit d'ailleurs, on l'a vu récemment dans la presse et dans les décrets qui ont été publiés, que l'expérience des 3 radios locales, que vous connaissez bien, tous les conflits avec les collectivités locales seront placés entre les mains de 3 membres de la magistrature, ce qui vient conforter l'opinion que vous venez d'émettre. Est-ce qu'il existe à l'étranger des exemples positifs dont on pourrait s'inspirer ? Alors, il existe des exemples positifs, et même y compris dans des pays de l'Est. Bon, ça existe en Yougoslavie, notamment. Il y a des systèmes de radio locale extrêmement développés en Yougoslavie. Il y a des systèmes qui fonctionnent très bien en Angleterre. Et je ne parle pas des États-Unis où, par définition, il y a extrêmement peu. Il n'y a pas de médias au niveau national, mais il n'y a que des médias régionaux et locaux. Il y a des chaînes quand même. Oui, mais les chaînes... Bon, alors on a une très fausse idée de ce que représentent les chaînes en Europe. Les chaînes, bon, on en connaît les noms, CBS, ouais. NBC, etc. Qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas oublier que ces chaînes, comme vous dites, n'ont comme autorisation que de posséder 7 stations de radio et 7 stations de télévision en propre. Toutes les autres stations qui sont affiliées à la chaîne le sont par des contrats très divers. C'est-à-dire qu'un émetteur de Chicago sera affilié à la CBS, mais ne reprendra peut-être aucune des émissions de la CBS. Il sera affilié à la CBS avec un contrat commercial, c'est-à-dire qu'il partagera la manne publicitaire recueillie par la CBS. Une autre station sera reliée, affiliée à la CBS par un contrat pour uniquement le grand show du samedi soir. Une autre pour tous les films, tout le night show, le movie show. Du soir à minuit, il y a un grand film qui passe sur la chaîne. Bon, l'achat est fait pour 450 stations affiliées. Bon, ce qui réduit les coûts. Voilà un type de contrat d'affiliation. Une autre station sera affiliée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pour la reprise du journal à l'échelon national. Mais quand on dit à l'échelon national, en parlant des États-Unis, il s'agit là d'un continent. Christine Piscina, à ce point de notre débat, vous qui êtes étudiante, est-ce que vous pouvez faire un commentaire ? Est-ce que à l'université, on vous prépare à aborder ce type de problème ? Est-ce que la radio est ressentie à l'université telle qu'elle est décrite par René Duval, qui est un homme de radio, et par ces messieurs qui veulent faire de la radio ? Bien oui, enfin nous, je parle en tant qu'étudiante en journalisme, et nous sommes appelés donc à faire à couvrir une information, disons, locale. Et ce qui est très frappant chez nous à l'IUT, enfin je pense pas que ce soit propre à notre promotion, c'est un peu... C'est une tendance qu'on retrouve un peu chez tous les étudiants, des anciennes promotions et des futurs peut-être. C'est un certain dédain pour la presse régionale et également pour les radios locales. Parce que on les considère un petit peu comme des sous-produits de l'information. On dit faire du chien écrasé, couvrir des événements locaux, c'est pas très prestigieux pour les étudiants, et je pense que c'est très dommage à ce niveau-là. René Duval n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Si, non, mais je suis tout à fait d'accord pour le constat, c'est vrai, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est effectivement un comportement qui trahit le système. Le système est un système de vedettariat. Bon, et par conséquent, je conçois fort bien que des étudiants en sciences de l'information ou dans des IUT veuillent participer à ce système d'information, mais au niveau le plus élevé, au niveau du vedettariat. Seulement, nous qui sommes des professionnels de l'information, nous avons aussi à faire notre mea culpa et en constater les carences. Et il est vrai qu'à force de faire une information spectacle,
bon, on satisfait peut-être effectivement ce besoin un peu, je ne vais pas citer le nom, mais enfin il y a une presse écrite aussi pour ça. Bon, on satisfait ce besoin de curiosité, mais on ne satisfait pas réellement le besoin d'information, à telle enseigne qu'on ne décrypte pas l'information nationale, à telle enseigne que tous les mercredis, presque tous les journaux et toutes les radios en France font de l'hypocrisie et mentent au public. Par exemple, simplement en faisant le compte-rendu du Conseil des ministres. Car quand on dit, après le Conseil des ministres, décision prise au Conseil des ministres, eh bien, il faut tout de même savoir, ça demanderait un peu d'explication. Il y a deux types de décisions. Il y a les décisions d'ordre réglementaire, et là, il suffit effectivement que le gouvernement prenne un arrêté dans la semaine qui vient pour que la décision soit d'application immédiate. Mais il y a, et c'est la majorité des cas, des décisions d'ordre parlementaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les journalistes viennent de dire au public que le gouvernement a décidé. Mais on sait très bien qu'il faudra au moins 2 ans pour que ces décisions soient d'application dans le public, puisqu'il faut que le gouvernement mette d'abord ça en forme, en projet à déposer sur le bureau de l'Assemblée, qu'ensuite il y ait la navette, parce que ça inscrit à l'ordre du jour, et l'Assemblée n'est pas permanente. Il y a 3 sessions par an. Bon, donc par conséquent, il faut le mettre à l'ordre du jour, il faut le discuter, il faut l'amender, et une fois que la loi est votée, bien, il faut encore prendre les décrets d'application. Et je vous signale qu'il y a un certain nombre de lois, je n'ai plus en tête exactement le contenu, mais il y a une loi de 63 notamment, qui n'est jamais d'application en France parce qu'on n'a jamais pris de décret. Gérard Méliès, si demain vous aviez la possibilité d'exploiter avec vos amis à Radio Barbe Rouge dans des conditions normales, est-ce que vous donneriez satisfaction à Christine Pissinin et à ses camarades de l'Université de Tours? Je crois d'abord qu'il faudrait discuter. La première chose que je pense... René Duval vient de parler d'information, en disant que les informations étaient données à la télévision ou sur les radios par les journaux le mercredi, en prenant l'exemple du Conseil des ministres. Les radios qu'on voudrait faire, c'est certes des radios d'information, et quand on a un peu vécu dans une ville de province, ici, où il y a un monopole de presse régionale, etc., qu'on a un peu participé à des activités diverses. Bon, par exemple, je pense que j'habitais pendant un moment un quartier où je faisais des choses avec l'association de locataires. J'ai participé à d'autres choses, etc. Porter le moindre petit communiqué, essayer d'expliquer ces choses, c'est déjà quelque chose de très dur. Il faudrait peut-être déjà voir que ces informations-là, qui sont dédaignées, d'une manière générale, puissent réellement passer. Toute cette vie associative qui a l'air parfois infiniment petite, mais qui est souvent infiniment riche, et très très peu représentée dans les journaux, dans les radios, etc. Deuxième chose, je crois que ça dépasse à Citizen Bank de parler de radio de communication, d'arriver à ce que des gens qui ont un problème dans un quartier du Mirail de logement, et des gens qui en ont un autre au centre-ville, et ce ne sont pas les mêmes problèmes, mais qui se heurtent un peu quand même un problème de logement, qui lui sur le fond est le même, qui concerne un plan de logement, etc., puissent communiquer entre eux, puissent discuter, puissent éventuellement prendre des décisions. Je pense que cet outil, la radio, ou la presse en général, mais la radio, parce que c'est plus facile, peut-être à quiconque et à tout le monde, de parler que d'écrire, serait un instrument d'affranchissement pour être un instrument extraordinaire de communication entre les gens, et qui, la plupart du temps, il y a des exceptions heureusement, la plupart du temps employé à sens unique. C'est disons qu'il y a une information, un commentaire qui est donné sur l'actualité par des journalistes, par le pouvoir, parce que les relations du pouvoir et de la radio et de la télévision sont quand même suffisamment dénoncées, suffisamment connues pour qu'on le signale. Et puis j'ai oublié comment je voulais finir. Alors je cède la parole. Je cède la parole à Christian Laurent qui l'a demandé, tout simplement. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Gérard, c'est que tout à l'heure vous disiez que nous voulions faire de la radio. Ce que nous voulons surtout, c'est créer la possibilité pour tout groupe de gens qui désirent s'exprimer, qui désirent créer donc une station et faire part de leurs problèmes, impulser les discussions, c'est que ces groupes de gens aient la possibilité effectivement donc de créer une station sur un quartier, etc. Et bon, je ne sais pas si c'est tellement le moment d'en parler. Mais nous avons des propositions assez précises, de manière à ce que justement, il y ait possibilité donc, pour tout groupe de gens, sur des bases associatives, de créer des radios. Alors je pense que peut-être à la fin du débat, on pourra peut-être en parler. Je vous propose d'y revenir dans quelques instants, le temps d'une pause publicitaire. Dans la grande encyclopédie Atlas de la médecine, des sujets qui abordent vos préoccupations santé quotidiennes et qui concernent toute la famille. Mercredi, le numéro 3 de la médecine, 7 francs. Et en cadeau, le guide des champignons vénéneux. Solara. Talbot Solara, la puissance.
Moteur 1600 cm3, 88 chevaux pour la GLS. Solara. Talbot Solara. L'économie. 5 vitesses sur la GLS pour une consommation réduite. Vignette 7 chevaux. Solara. Talbot Solara, une berline éblouissante, traction avant, 4 roues indépendantes, allumage transistorisé, boîte 4 et 5 vitesses ou automatique. 6 versions à partir de 36 600 francs. L'énergie de la Solara. Plus de puissance, moins d'essence. Solara, la nouvelle Talbot. Découvrez-la aujourd'hui chez votre concessionnaire Talbot. Landorf est une grande station de villégiature. Plusieurs centaines d'hôtels confortables, de nombreux campings, des équipements modernes. Alors ne vous contentez pas de traverser Landorf, restez-y. Non mais dites donc, vous avez dit quoi là vous avez dit PEC. Moi j'ai dit PEC. Ah, vous avez dit PEC. Non, j'ai dit PEC citron, nos extraits naturels de citron. Avec un liquide vaisselle bon marché citron, vous nettoyez à peine 30 assiettes grasses. Avec PEC citron, vous en dégraissez 60 et à fond, la preuve. Comme dit Martine à la télé. PEC citron est si concentré qu'il dégraisse mieux et plus. C'est ça la vraie économie. Vous avez dit quoi? PEC citron. Le stand de Ken et Plage vous attend dans le hall A de la Foire internationale de Toulouse. Visitez le stand de Ken et Plage, vous y découvrirez les multiples avantages de la plus belle station de la côte du Roussillon, ainsi que les principaux programmes immobiliers réalisés ou en cours de réalisation. Le stand de Ken et Plage jusqu'au 5 mai dans le hall A de la Foire internationale de Toulouse. Je bois dans l'ombre de tes cils. J'aime ta peau couleur cannelle. Ginny, tu es mon île, tu es trop belle. Ta fraîcheur a le goût des îles. Très frais. Vive l'amour et le gin. Très frais. Vive l'amour et le gin. Radio Andorre. De nouveau sur le stand de la Dépêche du Midi de Radio Andorre à la Foire de Toulouse pour une table ronde intitulée « Pourquoi les radios locales ?» Je crois que René Duval voudrait répondre ou ajouter quelques propos à ceux de Gérard Méliès et de Christian Laurent. Non, moi ça me plaît bien ce que j'entends par ces jeunes animateurs de radio libre, mais il faut tout de même être objectif et remarquer combien leurs propos un petit peu sont pleins de générosité, mais un petit peu utopiques. Bon, car effectivement, moi j'ai étudié depuis 1973, j'étudie tous les phénomènes de radio communautaire, de télévision communautaire et de chaînes de public access, notamment aux États-Unis, au Canada. Et je peux, malheureusement, si vous voulez, pour eux, vous dire le fruit de mon expérience, c'est que dans tous les cas, après passer un premier moment de curiosité, c'est l'échec. C'est l'échec et ça ne recueille jamais dans le meilleur des cas, plus de 5% de la population concernée. C'est-à-dire que, effectivement, finalement, les gens ont à la fois besoin d'informations, mais ne peuvent pas non plus passer leur temps, car la vie est déjà terrible. Il faut se battre tous les jours dans son travail, dans les transports, dans les problèmes quotidiens. Et pour eux, la radio et la télévision, c'est quand même justement changer d'état d'esprit. Et par conséquent, sauf problème crucial qui mobilise un peu toute une population, et je pense que s'il y avait une radio à Plogoff, elle aurait fonctionné 24 heures sur 24 sur les problèmes qui se déroulaient à ce moment-là à Plogoff. Mais à part ça, vous ne pouvez pas effectivement intéresser les gens en ouvrant le micro et en les faisant participer à des discussions, etc. Ça tombe très vite dans le blabla qui n'intéresse personne. Gérard Méliès, je ne vous sens pas entièrement d'accord. Oui, enfin, d'abord je ne crois pas, en ce qui concerne le Québec, parce que je ne connais pas la situation aux États-Unis, qu'il y ait un échec des radios communautaires. Une radio comme CKRL à Québec, une radio qui a même 50 000 auditeurs, et d'une radio qui réalise la programmation. C'est vrai que vous avez bien dit 50 000 auditeurs. Est-ce que ça n'est pas un chiffre dérisoire? 50 000 auditeurs, je trouve pas ça mal, oui. Non, finalement, écoutez, je vais vous dire, il faut aussi que les Français le sachent. Nous sommes le seul pays où il y ait des systèmes abusifs comme ici, des puissances comme Europe numéro 1, comme RTL, etc. Je pense qu'on pouvait quand même les citer sur l'antenne de Radio Andorre. Des puissances comme celle-là n'existent nulle part ailleurs.
Nulle part. Partout, une radio au Québec, il y a 22 stations à Montréal. Et chacune de ces stations oscille entre 10 à 100 000 auditeurs. Et elles sont très satisfaites, et elles vivent bien, et elles sont commerciales. Mais quand vous parlez de CKRL, c'est pas du tout une radio type Barbe Rouge, pas du tout. CKRL a une grille de programme, CKRL fait des émissions, a des émissions de jeux, des émissions d'information, etc. C'est une radio qui est plus proche, effectivement, de son public et des préoccupations de son public, mais c'est quand même une radio un peu traditionnelle. Ah, nous n'avons jamais dit, même si nous insistons sur la communication, sur la possibilité de communication maximum dans les radios, nous n'avons jamais dit que dans l'hypothèse où il pourrait y avoir des radios libres, il n'y aurait pas de programmation. Mais par contre, où est-ce qu'elle existe la différence avec dans des radios comme celle qu'on vient de citer à Québec, d'autres à Montréal, et la plupart des radios que sont périphériques ou la radio d'État ici, la différence c'est que la programmation se passe en deux fois. Il y a une programmation qui est d'été, une programmation d'hiver, qu'il y a un comité de programmation, que bien sûr il y a une voire une professionnalisation d'un certain nombre de gens, mais que les programmes sont établis par le comité de programmation et que quiconque peut envoyer. Tiens, je veux parler 10 heures de la chasse à la baleine, je parle de ça parce qu'on parle du Québec. Tiens, il m'intéresse de donner la parole aux 4 comités de logement, je propose de faire une émission en 4 fois 1 heure, etc. Bien sûr, les permanents de CKRL viennent là, discutent, organisent des émissions de jeux, des émissions musicales, etc. Mais aussi, vous et moi, n'importe qui dans la rue, qui a quelque chose à dire sur n'importe quel sujet, peut présenter son dossier, et les dossiers sont choisis par un comité de programmation qui, lui, est contrôlé par une assemblée générale des auditeurs de la radio. C'est quand même un mode de participation qui est relativement inconnu en France, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans les expériences du Québec. Christine Piscina. Oui, René Duval, vous parlez d'échecs quand vous parlez des radios locales, pas des radios libres, mais bon, c'est certain que ces radios se heurtent à des problèmes financiers, sont amenées à couler, enfin à disparaître aussi silencieusement qu'elles sont nées. Mais il me semble quand même que s'il y a actuellement autant de radios locales, autant de radios libres, c'est que ça correspond à un besoin nouveau des gens, je crois, d'une information un peu différente. Les gens ont un peu ras-le-bol d'entendre toujours sur les radios les mêmes programmes, les mêmes flashs d'informations, et ils souhaitent un peu un renouveau à ce niveau-là. Et je pense que c'est des entreprises audacieuses et courageuses comme celle de Barbe Rouge ou d'autres radios locales qui feront avancer, je crois, le style de l'information et qui apporteront quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai jamais dit autre chose. C'est ça qui est important. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est qu'il y a effectivement une carence dans le système. Et l'épiphénomène des radios libres, ou radios pirates, ou radios locales, c'est effectivement l'expression même. Si tant de jeunes gens veulent faire leur propre radio, etc., veulent s'exprimer, c'est parce qu'ils ont constaté eux-mêmes cette carence et qu'ils veulent y remédier d'une manière ou d'une autre. Je dis simplement que, d'une part, c'est quand même un métier de professionnel. Et deuxièmement, qu'il faut réglementer les choses. Christian Millet, vous m'avez demandé la parole, ainsi que votre camarade Christian Laurent, mais je crois qu'il faudrait tout de même un peu avancer, parce que nous sommes finalement d'accord, la nécessité des radios locales indépendantes est évidente, et je pense qu'il ne faut pas s'éterniser sur ce sujet. Moi, je vous propose de se poser une nouvelle question, les radios locales, les radios indépendantes, mais par qui? Les municipalités, les collectivités locales, les syndicats, n'importe qui, entre guillemets. Allez-y. Moi, je suis curieux de voir votre réaction. Je pense d'abord que si on demande la liberté des ondes et dans des conditions qu'on pourrait préciser, qui seraient les limitations de portée, mais je pense qu'on y reviendra, il est difficile de l'interdire à quiconque, pour commencer. J'avoue que la formule qui me séduirait le plus serait la base associative. C'est-à-dire que n'importe quel groupe de citoyens de ce pays puisse ensemble décider de faire une radio, puisse mettons, faire une association 901. C'est pas par hasard que je dis ça, c'est parce que c'est une forme associative qui permet de faire beaucoup de choses, et puis fonctionne. Ça m'intéresse. Avec quelle recette? On parlera de recette après, je voudrais terminer sur cette question. D'accord. Bon, on ne peut pas interdire, à mon avis, que les partis, les syndicats, éventuellement les municipalités, bénéficient